Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie. Donc aujourd'hui, c'est la 19e session des jeudis Onco-Occitanie et nous allons échanger sur les toxicités cutanées et inguéales. Quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc comme vous avez pu le voir, vos caméras et vos micros sont automatiquement désactivés pour éviter les interférences pendant l'intervention. Par contre, vous avez accès à l'espace conversation, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de l'intervention et nous aurons un temps dédié en fin de webinaire pour les questions-réponses. En cas de problème technique, vous pouvez contacter Solène au 05 31 15 65 07. Pensez à bien activer le mode galerie sur votre ordinateur pour avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des intervenants. Ce webinaire va être enregistré et sera ensuite diffusé en replay sur notre site internet. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre identité soit connue, vous avez la possibilité de modifier votre profil de connexion sur Teams pour apparaître en anonyme ou en utilisant un pseudonyme. Et on vous conseille également de limiter les informations que vous donnez lorsque vous posez des questions aux intervenants. Donc, pour la qualité des échanges et du replay, c'est important de bien fermer vos micros après chaque intervention. Petit point très important pour nous, en fin de webinaire, on va vous partager un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est important d'avoir vos retours sur ce webinaire. C'est ce qui nous permet d'adapter le format et le contenu. Donc, notamment, si vous avez des sujets à nous proposer pour les prochains jeudis, donc Occitanie, n'hésitez pas, faites-nous vos retours dans ce questionnaire de satisfaction. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Ariana Ortiz-Brugues, dermatologue, qui travaille à l'IUCT donc sur Toulouse. L'intitulé de l'intervention était assez général, hein, donc on avait communiqué sur toxicité dermatologique des traitements anticancéreux, mais aujourd'hui, Ariana va faire un focus plus spécifique sur les ongles et les cheveux et sur la prise en charge des problématiques rencontrées. L'intervention va durer environ 40 minutes. Et en fin de webinaire, on aura environ 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je pourrai poser les questions à l'intervenante donc en fin de webinaire. Sinon, vous aurez également la possibilité de poser vos questions en direct. Pour cela, il faudra lever la main et on ouvrira vos micros à tour de rôle. Voilà. Donc, merci pour votre attention et puis je laisse donc la parole à notre intervenante, Ariana. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation. Merci beaucoup à tous d'être connectés. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et effectivement, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui, parce que comme vous avez bien compris, les tox cutanés, elles sont très, très larges. C'est un domaine très large, mais aujourd'hui, on m'a demandé de faire le focus spécifiquement sur les ongles et les cheveux. Donc, j'ai partagé mon intervention, ma présentation en deux grands blocs. Donc, d'abord, on va aborder les ongles, puis les cheveux. Et à chaque fois, j'ai fait le point en fonction des thérapies. C'est-à-dire, à chaque fois, on va commencer par la chimiothérapie, puis on va aller vers les thérapies ciblées, puis sur l'immunothérapie. Donc, si on commence par la chimiothérapie des ongles, il faut bien retenir que la chimiothérapie peut donner des toxicités au niveau des ongles, surtout au niveau de l'ongle proprement dite, c'est-à-dire de la matrice unguale. C'est beaucoup plus fréquent, ce type d'attente, qu'autour de l'ongle, comme on le verra après. C'est beaucoup plus fréquent quand on parle généralement des thérapies ciblées. Donc, on pourra voir des onycholyses, des hémorragies sous-unguéales, des lignes de Beau qu'on va aborder tout de suite. Donc, comme vous voyez ici, un tableau assez générique, mais aussi très typique de différentes tableaux cliniques, de différents tableaux cliniques que nous pouvons voir avec les chimiothérapies, notamment avec les taxanes. C'est très important. Les taxanes donnent beaucoup de toxicité unguale, comme vous avez probablement vu déjà. Notamment, on voit des onycholyses, l'apparition de hématomes sous-ungueux, des infections aussi qu'il faut savoir détecter, qu'il faut savoir prélever et qu'il faut savoir traiter afin de continuer avec le traitement. Ça, c'est toujours l'objectif de nous en tant que dermato-oncologue,
oncodermatologue, c'est de vraiment pouvoir voir les patients au plus vite afin qu'eux, ils puissent continuer avec leur traitement oncologique et améliorer leur qualité de vie. Donc ici, sur les images, vous voyez des onycholyses, des leukonychies, des lignes de Beau, aussi des onychoschisties, là, au niveau de la pointe des ongles. Aussi l'apparition, comme vous le voyez là, j'espère que vous pouvez voir aussi mon curseur, par exemple, l'apparition de lignes de mélanonychie qui peut inquiéter parfois les patients et aussi le personnel soignant, parce qu'il faut toujours dépister qu'il ne s'agit pas vraiment d'un mélanome, mais d'un effet secondaire de la chimio, etc. Donc, c'est surtout, comme je vous disais, les taxanes qui donnent plus de toxicité au niveau de la chimiothérapie. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent ces tonycholyses, comme vous pouvez voir ici parmi les différentes images cliniques, qu'il s'agit en fait d'une séparation de la plaque de l'ongle et du lit de l'ongle qui résulte des effets toxiques sur l'épithélium du lit de l'ongle, ce qui conduit vraiment au détachement de la plaque. L'incidence, elle est beaucoup plus élevée, comme je vous ai dit, avec les taxanes, donc 43% avec le paclitaxel et 35% avec le docetaxel. Il ne faut pas oublier un syndrome très typique aussi quand les patients sont sous taxane qui s'appelle le PATEO syndrome. PATEO veut dire en anglais Periarticular Tenor Erythema and Auriculitis, c'est-à-dire cet érythème diffus au niveau de main et de pied avec cette onycholyse concomitante. Donc, il faut vraiment savoir la reconnaître parce que parfois on regarde que les ongles, mais il faut aussi savoir traiter tout ce qui est cette inflammation autour. Et ça, on peut le traiter normalement par corticoïdes topiques. Donc, il faut vraiment savoir reconnaître ce syndrome qui est assez fréquent et qui est typique surtout chez des patients qui sont sous taxane. Si on passe là aux thérapies ciblées, comme je vous avais dit, normalement, l'attente est autour de l'ongle. Donc, on va voir des cas d'inflammation autour de l'ongle, l'apparition de granulome pyogénique, l'apparition des infections aussi autour. Et par contre, l'attente vraiment anguale, c'est-à-dire de l'ongle et de la matrice de l'ongle proprement dite, c'est beaucoup plus rare en général. Puis, je vais vous montrer certaines exceptions des nouvelles thérapies ciblées qui peuvent donner des tableaux cliniques de toxicité anguale similaires à la chimiothérapie. Donc, voici à nouveau cette image typique de l'attente anguale des patients qui sont sous thérapie ciblée et notamment sous des anti-EGFR, mais aussi on peut le voir avec les anti-MEC qu'on utilise beaucoup dans le cadre de mélanome, de patients en deuxième ou troisième, voire plus ligne thérapeutique avec une mutation NRAS. Aussi des inhibiteurs mTOR. Toutes ces molécules peuvent donner de façon très typique ces tableaux que vous voyez de paronychie, c'est-à-dire toute cette inflammation périanguale qu'on peut voir là, avec un aspect parfois de ongle incarné, l'apparition de ces granulomes pyogéniques qui sont ces tumeurs vascularisées qui peuvent être très très douloureux. Donc encore une fois, il faut savoir détecter toutes ces modifications au plus vite afin de prendre en charge le patient et lui proposer une prise en charge optimale en fonction de la toxicité anguale. Donc, je vous ai dit que je vous parlerai de certaines exceptions. Il me semblait très important de vous parler du talquetamab. Pourquoi? Parce que c'est le premier anticorps en monoclonal d'une nouvelle famille thérapeutique qui cible à la fois ce récepteur GPR-CD5 ainsi que le récepteur CD3 des cellules des lymphocytes T. Donc, vraiment, le talquetamab, ce qu'il fait, c'est qu'il redirige le lymphocyte T vers une activité cytotoxique. Et c'est pour ça qu'on a des très bons résultats des patients avec un myélome multiple récidivant ou réfractaire. D'où l'importance de connaître cette molécule parce que nous, on pense qu'il y aura de plus en plus de patients qui vont être exposés à cette molécule. Malgré son efficacité chez des patients atteints de myélome multiple, on voit souvent des toxicités, parfois sévères, chez des patients qui sont exposés à la molécule. Donc, comme vous voyez ici, des toxicités dermatologiques ont été décrites dans plus de 80% des cas.
Nous venons de publier un article dans le JAD afin de mieux les décrire et mieux le caractériser. Et c'est surtout le syndrome Main-Pied, les modifications languéales que je vais vous montrer plus en détail, l'axérose et les toxicités endobuccales. Donc normalement, elles sont bien tolérées, mais parfois un ajustement de dose peut être nécessaire. Donc si on fait le focus sur les toxicités alvéoles du talquetamab, comme vous voyez ici, malgré le fait qu'on considère que c'est une espèce de thérapie ciblée, comme vous voyez, les tableaux, les images cliniques de toxicité alvéole peuvent ressembler vraiment aux images que je vous ai montrées au départ sur la chimiothérapie. Donc, les toxicités alvéoles sont très, très fréquentes. Comme vous voyez, près de 80% des patients, donc, sont le type de toxicité plus fréquente associée à ces médicaments. Et notamment, l'oligomadèse et les lignes de Beau sont les modifications les plus fréquemment observées. C'est-à-dire cette séparation, cette oligomadèse qu'on peut voir, ainsi que l'apparition de ces lignes de Beau, ces lignes-là, qu'on les appelle de Beau, qu'on peut voir au fur et à mesure qu'on fait le... On peut aussi voir des cas d'onychodystrophie, c'est-à-dire une modification de la structure de l'ongle, d'onycholyse, de ce détachement de l'ongle qu'on voyait surtout avec les taxanes, ou parfois, mais de façon beaucoup moins fréquente, on peut voir aussi la formation de granulome pyogéniques, c'est-à-dire de ces tumeurs douloureux que je vais vous montrer quand on parlait des thérapies ciblées. Normalement, ce sont des lésions que, avec la chimiothérapie, se développent progressivement après plusieurs semaines. Et l'impact en termes de qualité de vie peut être vraiment significatif par rapport à la gêne que ça peut occasionner au patient et à son entourage. Une autre famille que je voulais évoquer, notamment par rapport à cette toxicité alvéole qui peut se ressembler aussi à la chimio et aussi au talquetamab, ce sont les inhibiteurs sélectifs de FGFR, comme le pemigatinib, comme vous voyez ici, entre autres. Ce sont des molécules assez récentes qu'on utilise aussi dans le cadre de carcinomes urothéliaux et aussi des cholangiocarcinomes. Donc, comme vous voyez ici, aussi une toxicité assez variée qui peut toucher à la fois les ongles, les cheveux, la bouche, syndrome Main-Pied aussi. Et là, par contre, cette toxicité est souvent plus sévère et peut impacter et peut faire interrompre le traitement de ces patients presque à 50% des cas qui sont sur cette molécule, sur cette famille de molécules. Donc, si on se focalise sur les ongles, qu'on voyait ici, typiquement, ça pourrait correspondre aussi à des images que je vous ai montrées au départ, notamment avec les taxanes. Donc, vous voyez, encore une fois, cette onycholyse des ongles, ainsi que la formation de ces hématomes sous-inguéaux, qui pourraient être parfaitement attribués au taxane. Mais cette fois-ci, c'est avec cette famille de molécules de inhibiteurs sélectifs FGFR. Donc, l'onycholyse est la complication la plus caractéristique, similaire, comme je vous disais, à celle décrite avec les taxanes, qui peut être sévère avec la formation d'abcès ou des hématomes sous-inguéaux qu'il faut vraiment traiter immédiatement afin de les percer et de permettre une bonne évacuation de cette collection, comme on verra après quand on va évoquer la prise en charge de toutes ces toxicités. On peut voir aussi l'apparition de lignes de Beau, de nicomadèse, de onychodystrophie, comme je vous ai montré avant quand on parlait de la chimiothérapie, même des ongles un peu plus fragiles, la pousse qui est un peu plus ralentie, des modifications de couleur, comme vous voyez quand on parlait des chimiothérapies, de l'apparition de taches blanches, l'apparition de taches plutôt couleur noire. Et aussi, on peut voir parfois avec cette famille de molécules des paronychies, parce qu'il s'agit vraiment d'une thérapie ciblée, mais elles sont en général moins sévères qu'avec les anti-EGFR qu'on a vu quand on parlait des thérapies ciblées, ainsi que des anti-MEC et des anti-mTOR. L'association à des granulomes pyogéniques, par contre, n'est pas classique par rapport à ce que je vous disais avec le talquetamab, où on peut voir parfois des cas de granulomes pyogéniques, même s'ils sont moins fréquents. Et c'est très important, ça je vais le détailler dans la prise en charge, mais des mesures préventives qui soient adaptées parce que cette toxicité peut faire vraiment arrêter le traitement dans 50% des cas, comme je vous disais. Donc parfois il faut interrompre et parfois il faut faire une adaptation de dose, voire un arrêt définitif du traitement lié à cette toxicité alvéole. D'où l'importance de savoir la détecter et la traiter rapidement.
Je tenais aussi à vous partager les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton, très utilisés dans les cadres de maladies hématologiques, notamment de type B ou entre autres, hein, mais c'est surtout des maladies liées aux cellules B. Donc l'ibrutinib a été la première molécule, mais puis on en a développé d'autres comme la calabrutinib ou la salmibrutinib. Les toxicités dermatologiques chez cette famille de molécules sont les plus fréquentes parmi toutes les toxicités qu'on peut voir. Et il me semblait très caractéristique de vous montrer ces images, parce que je pense qu'une fois qu'on les a vues, on ne les oublie pas. Ce sont ces ecchymoses, ces types d'hématomes, sans aucun lien avec de traumatismes cutanés ou autres, ou prise de médicaments. Ils sont vraiment liés à la prise de cette famille de molécules, les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton. Et d'autres toxicités qu'on peut voir, ce sont des modifications sanguines, même si sont souvent légères et n'impactent pas le suivi de traitement ni la qualité de vie de patients. Donc, normalement, les toxicités sont bien tolérées et on peut continuer avec le traitement. Je voulais aussi vous parler de cette éruption acnéiforme ou folliculite qui peut toucher également le cuir chevelu. C'est infection, cette inflammation de follicule pileux qui aussi peut être liée à la prise de ces traitements. Il faut toujours penser à dépister une surinfection à staphylocoque, d'où l'importance que quand on voit ce type de lésions, c'est important de percer un petit peu quand on voit un peu de pus et faire un prélèvement bactérieux afin de savoir s'il faut traiter par antibiotique ou pas. Les modifications sanguines, comme je vous disais, souvent elles sont plus légères que ce qu'on peut voir avec d'autres molécules. La plus fréquente est la fragilité anguale, comme vous pouvez voir par exemple ici, dans le cadre de ces patients, ou même ici, vous voyez les ongles un peu cassés, ce qu'on appelle la onychochycie. Donc, normalement, après plusieurs cycles de traitement, pas depuis les premiers, et normalement, ça s'associe à une pousse plus lente de la tablette anguale. Des modifications secondaires peuvent aussi s'associer, comme un type de onycholyse, de type modéré, comme on peut voir avec la chimiothérapie, une trachonichie parfois. Souvent, ce sont des mesures préventives qui doivent être mises en place, c'est l'idéal. Et parfois, on peut voir aussi associé avec ces molécules non seulement des modifications de la tablette de l'ongle, mais aussi des modifications périanguales, comme vous voyez ici, l'apparition de granulomes pyogènes ou aussi l'apparition d'une paronychie. D'accord ? Des modifications des cheveux sont aussi présentes, mais souvent, elles sont beaucoup plus modérées. Il s'agit de ce type d'alopécie discrète, légère, de type alopécie androgénique, qui souvent répond bien au traitement topique qu'on va voir ensuite, et ça ne nécessite pas ni l'arrêt ni la diminution de dose de traitement. Ça me semblait aussi curieux de vous parler, pour finir avec les thérapies ciblées, de cette molécule, le vandetanib, qui est un inhibiteur multikinase, donc qui est capable de cibler à la fois le EGFR, le VEGFR, le RET, et surtout indiqué dans le carcinome médulaire de la thyroïde. Ça peut donner tout un tableau de toxicité dermatologique, des éruptions cutanées, l'apparition de granulomes pyogènes, comme on voit ici, de paronychie, modification aussi au niveau des cheveux, réaction cutanée de type main-pied, donc assez variée. Et c'est surtout, je vais bien signaler, les réactions toxiques sont assez fréquentes, plus de 30% des cas ont été. Et surtout, ça me porte à vous parler de cette toxicité assez caractéristique avec cette molécule qui est la photoonycholyse, c'est-à-dire une onycholyse, un détachement de l'ongle lié à l'exposition au soleil, bien sûr à l'exposition au soleil, bien sûr chez des patients qui sont exposés à cette molécule. Donc n'oubliez pas, si vous avez des patients qui sont sous vandetanib, de leur dire de bien se protéger du soleil sur l'ensemble du tégument, y compris les ongles, afin d'éviter ou minimiser cette toxicité qui peut être assez embêtante. Si on passe là à l'immunothérapie, donc aux inhibiteurs de checkpoint, comme vous savez, c'est un des derniers traitements majeurs en oncologie. Ce sont des molécules qui sont capables de stimuler les lymphocytes T4 et 8, les CD8, afin que ça soit
ces molécules qui soient capables de détruire les cellules, d'avoir un couplage au récepteur des cellules anticancéreuses et de pouvoir détruire les cellules. Donc, les immunothérapies peuvent donner tout un tableau d'effets secondaires, notamment en lien avec des maladies auto-immunes, non seulement au niveau cutané, mais aussi au niveau gastro-intestinal, au niveau endocrinien, au niveau pulmonaire. Mais là, on va parler vraiment de la toxicité dermatologique. Et on va se focaliser sur la toxicité des cheveux et des ongles. Donc, je vais commencer par les ongles. Et vraiment, la fréquence de la toxicité inguinale chez des patients exposés à des immunothérapies, on pense que c'est vraiment sous-estimé parce qu'on ne le reporte pas assez. Ce qu'on sait, c'est vraiment que c'est une apparition, encore une fois, tardive, jusqu'à plusieurs mois après le démarrage de l'immunothérapie. Et comme d'autres toxicités, ça peut aussi persister même à l'arrêt de l'immunothérapie. On peut voir des différents cas. Là, je vais vous montrer des photos à nouveau, d'érythème lunaire ou des onychorrheichie, un amincissement de la plaque inguinale, une fragilité, de fissures, de doublement en couche, une nécolyse, une onychomadèse. C'est vraiment la tablette inguinale qui est souvent touchée. Si on voit des toxicités des ongles liées à l'immunothérapie, ça peut toucher que quelques ongles ou ça peut toucher l'ensemble des ongles, soit des mains, soit des orteils, soit des deux. D'accord. Afin de mieux caractériser cette toxicité, il faudrait toujours faire une biopsie de l'ongle afin de pouvoir mieux reporter quelle est l'incidence de cette toxicité. Donc, selon les séries et selon les études qui ont été publiées dans la littérature, par exemple, en fonction de l'histologie, on dirait que le type de toxicité inguinale les plus fréquents, ça correspondra à une réaction lichenoïde. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de biopsies qui ont été faites dans ces cas-là. Par exemple, si on parle d'une psoriasis, mais si on parle aussi d'une réaction lichenoïde, on verrait surtout un épaississement des ongles qui s'accompagne notamment d'un érythème péringuinal. Là, quand on verra les photos, normalement, la réaction lichenoïde, ça donne plus de signes de onychodystrophie, mais on peut voir aussi parfois un épaississement de l'ongle. Quoi qu'il en soit, si les traitements topiques par corticoïdes topiques ne sont pas suffisamment efficaces ou si plusieurs ongles sont atteints, on va recommander ou on va discuter une prise en charge par des rétinoïdes oraux qui auront pour mission de réduire cet épaississement de l'ongle épéringuel et réduire l'impact de cette toxicité. Donc, on voyait ici quelques images de toxicité inguinale et cutanée, d'ailleurs, des ongles. Donc, comme vous voyez ici, toute cette érythème, desquamation autour des ongles, là, qu'on peut voir, ici, c'est un cas un peu plus sévère avec cet érythème péringuinal, cet épaississement inguinal. Donc, souvent, on peut traiter les patients que par thérapie topique, donc comme je vous disais, notamment par des dermocorticoïdes, soit de clobétasol ou de la bétaméthasone. Et parfois, si ça impacte vraiment la qualité de vie des patients et surtout si c'est associé à d'autres signes, on aura plus tendance à discuter de façon collégiale de démarrer un traitement systémique ou même biologique. Ici, quelques autres exemples purement des ongles, avec cette atteinte très caractéristique d'épaississement des ongles, avec cet érythème péringuinal, de la desquamation autour, bien délimité toujours. Ça, c'est très typique de tableau de psoriasis, y compris dystrophie de l'ongle. Des cas un peu plus sévères. Et sans oublier que le psoriasis est une maladie qui peut toucher également les articulations. Donc, il faut toujours y penser. Et on a eu des cas, comme vous voyez, d'affectation et d'infection des articulations. Donc, il faut toujours le dépister, surtout quand on voit des cas de toxicité inguinale un peu plus sévères avec toute cette attente un peu plus généralisée. En général, ce sont des cas qui ont besoin d'une prise en charge par biologique. Si je vous montre maintenant des images des toxicités lichenoïdes,
Comme vous voyez ici, le lichen peut donner aussi cet épaississement sous-unguéal, mais c'est surtout cette dystrophie unguéale qu'on peut voir caractéristique là des ongles, ainsi que, bien sûr, s'il y a d'autres manifestations typiques de lichen, comme c'est l'apparition de cette papule polygonaire, prurigineuse, violacée, c'est très typique, cette attente de la muqueuse buccale, soit de l'ongre, avec cette réticulation blanchâtre très caractéristique aussi au niveau de la muqueuse jugale. Tout ça doit nous faire penser vraiment à un lichen plan. Ici, d'autres images, cette fois-ci avec une caractérisation histologique des ongles, surtout en cas de doute, si on ne sait pas très bien si c'est un lichen ou si ça pourrait être autre chose. Il ne faut pas hésiter à faire une biopsie, une petite biopsie en ponge de 3 mm ou 4 de l'ongle afin de mieux la caractériser. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients atteints de toxicité unguéale? Donc, c'est surtout, comme je disais, j'insiste beaucoup à la prévention. Ici, à l'Oncopole, nous avons développé des fiches pour les patients qu'on donne en consultation avec toutes ces mesures-là que je vous... Donc, c'est surtout quand des patients sont exposés à une chimiothérapie ciblée, mais parfois à une thérapie, on leur donne ce type de conseils. C'est surtout éviter les traumatismes répétés ou la friction et la pression sur les ongles et les ongles, notamment éviter de faire la manicure, les ongles artificiels, le rangement de l'ongle, le retrait de la cuticule, c'est aussi important. L'utilisation des gants de protection, c'est très important aussi. Le fait d'éviter le contact prolongé avec l'eau, par exemple la vaisselle, entre autres. Éviter le contact direct avec les détergents. L'utilisation de dissolvants et de durcisseurs de vernis d'ongles doit être vraiment limitée. Il faut recommander aux patients de couper les ongles régulièrement, mais de façon plutôt carrée et pas très très court, mais en lisant les bords. Appliquer quotidiennement des émollients topiques, de la même façon qu'on recommande de le mettre sur l'ensemble des téguments, on le recommande de le mettre aussi au niveau des ongles, au niveau des cuticules, de la plaque, du lien unguéal, etc. Et au niveau des pieds, porter toujours des chaussures qui soient larges, qui soient confortables, des chaussettes en coton. Et n'hésitez pas à consulter ou à recommander vos patients de consulter un podologue si ça s'avère nécessaire. Et parfois, pour des ongles cassants, on peut recommander des vernis d'ongles spécifiques ainsi que la prise de biotine orale qui peut se discuter. Donc, pour la prise en charge, ça va dépendre du grade, donc du grade d'attente unguéale et aussi de la symptomatologie pour les patients. Il y a des patients qui ont une attente de 3 ongles, mais qui font très très mal parce qu'ils ont des hématomes sous-unguéaux ou qu'ils ont une infection et ça fait très très mal. Et par contre, on peut voir des patients qui ont une attente de l'ensemble des ongles de main ou des pieds qui sont complètement asymptomatiques. Donc, la prise en charge, il faudra l'adapter en fonction de ça. Le premier grade serait quand il y a une attente mineure ou si le patient est asymptomatique. On peut continuer tout à fait le traitement oncologique. Il faut suivre les patients afin de voir que ça ne s'aggrave pas avec la poursuite de traitement. Parce que, comme je vous expliquais, normalement, c'est une toxicité qui arrive au fur et à mesure après les semaines du traitement, voire des mois. Donc, il faut continuer à suivre ces traitements parce qu'ils peuvent être grade 1 un jour et puis grade 2 3 semaines après. S'il y a une suspicion d'infection, il faut surtout faire un prélèvement, ça je le conseille toujours de principe, un prélèvement bactériaux ou myco, si on suspecte une infection de type mycose. Et après, il ne faut pas hésiter à la traiter de façon plus topique si c'est un grade 1. Si ça ne s'améliore pas ou si on voit vraiment un patient grade 2, c'est-à-dire avec une atteinte un peu plus sévère, avec une symptomatologie de douleur ou d'impair dans le quotidien. Il faut continuer, a priori, essayer toujours, ça c'est l'objectif, de toujours essayer de continuer le traitement à la même dose. Si on suspecte une infection, pareil, faire un prélèvement et commencer des antibiotiques, cette fois-ci par voie orale, s'il y a une infection, si le résultat est positif, afin de soulager plus rapidement le patient. Il faut toujours
contrôler la douleur, ça c'est très important, et revoir le patient à 2 semaines pour voir s'il y a une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration ou si la douleur elle est vraiment invalidante, s'il y a vraiment des signes clairs d'infection importante, il faut toujours discuter de façon collégiale avec les oncologues, voir l'interruption du traitement jusqu'au moment où le patient revient grade 0 ou grade 1. Et de même, faire un prélèvement, donner des antibiotiques en fonction de l'antibiogramme, contrôler la douleur et toujours revoir le patient à court terme. Donc ça, c'était pour les ongles. Là, je vais passer aux cheveux. Je vais vous parler des modifications des cheveux chez les patients atteints de cancer. Il faut savoir que ces modifications des cheveux, cette toxicité, peuvent apparaître jusqu'à 65% des patients recevant une chimiothérapie, 15% des patients recevant une thérapie ciblée, moins de 2%, on va avoir entre 1 et 5% avec les immunothérapies, et 5% chez des patients qui vont recevoir une radiothérapie. Surtout aussi, c'est très fréquent chez des patients qui reçoivent une greffe, et notamment liée à la chimio de conditionnement. Les hormonothérapies peuvent donner de troubles au niveau capillaire jusqu'à 25% des cas. Et des modifications de la structure sont aussi possibles, de la structure, des couleurs. Ça peut arriver jusqu'à 65% des patients sous chimio, 30% des patients sous thérapie ciblée. Donc, comme vous avez compris, l'alopécie ou la modification des cheveux ou de la couleur, de la structure ou de la couleur, c'est très fréquent chez des patients sous chimio. C'est moins fréquent chez les patients de thérapie ciblée, c'est surtout, comme on va le voir en détail, une alopécie un peu plus discrète, et ce sont plus fréquents les modifications de la structure et de la couleur, parfois, et 2% des patients qui sont sous immunothérapie. Donc, si on va plus en détail, on va commencer à parler de l'alopécie. L'alopécie induite par la chimiothérapie arrive en général assez rapidement, quelques semaines après la première injection, comme vous le savez bien. Il s'agit d'un effluvium anagène qui peut être localisé ou diffus, souvent c'est plus diffus, avec prédominance des zones de frottement, qui peut évoluer vers une alopécie complète entre 2-3 mois après le démarrage de la chimiothérapie. Cette alopécie peut toucher le cuir chevelu, c'est le plus fréquent. Ça peut concerner aussi d'autres zones, comme les cils, les sourcils, et notamment, ça c'est plus fréquent chez des patients qui sont encore une fois sous taxane. Les taxanes, vous avez compris, c'est une molécule, c'est une famille de chimiothérapie qui donne beaucoup de toxicité, notamment au niveau des ongles, au niveau des cuirs chevelus, mais pas que. Normalement, cette alopécie, elle est asymptomatique, mais dans presque 11% des cas, ça peut être associé à une douleur et à un prurite. Normalement, cette alopécie est réversible dans les 2 à 6 mois suivant l'arrêt de cette chimiothérapie. Néanmoins, on va faire le point sur les alopécies persistantes après les traitements, d'où l'importance de prévenir le patient et évoquer un minimum. Je pense que c'est important, qu'il faut toujours rester réaliste, évoquer la possibilité que dans quelques pourcentages de cas, cette alopécie peut être persistante. Après, on verra qu'on a une prise en charge aussi à proposer dans ces cas. Donc, voici une image typique d'une alopécie liée à la chimiothérapie, cette perte diffuse des cheveux. Si on parle de la radiothérapie, comme je vous avais dit, il y a une alopécie dans 100% des cas, notamment si c'est une radiothérapie au niveau de la tête et des cous, normalement liée, encore une fois, à un effluvium en phase anagène, c'est-à-dire à une perte de cheveux dans la phase de croissance. Et normalement, elle est aussi très rapide, d'1 à 3 semaines après la première irradiation. Et la repousse se fait également, on arrive normalement dans les 2 à 6 mois après la radiothérapie. On verra encore une fois que malheureusement, il y a aussi des cas de alopécie persistante après l'arrêt de la radiothérapie. Les thérapies ciblées, comme je vous avais dit, normalement, elles ne donnent pas beaucoup d'alopécie. C'est souvent dans 15% des cas à peu près qu'on peut le voir. Et c'est surtout plus lié aux inhibiteurs de l'EGFR,
Par contre, il faut bien retenir, comme je vous ai montré ces images qui sont assez caractéristiques, elles sont rares, mais ça peut arriver, une alopécie cicatricielle dans presque 5% des patients traités par cetuximab, et qui peut être la conséquence d'une infection, comme vous le voyez ici, bactérienne du cuir chevelu. Donc, il faut bien traiter cette infection afin de, après, pouvoir favoriser, si c'est le cas, la repousse de cheveux. Parfois, dans les cadres des infections sévères avec des alopécies cicatricielles, les cheveux ne vont plus repousser parce que le follicule pileux, il est détruit par l'infection. Je tenais à vous évoquer ces molécules aussi qui ont, je dirais, ont été une révolution dans le cadre de la prise en charge des cancers du sein. Et ce sont les inhibiteurs des cyclines CDK4 et 6 qui vont donner plusieurs toxicités. Donc, jusqu'à 15% des patients exposés à ce type de molécules peuvent avoir des toxicités cutanées. Normalement, elles sont bien supportées, mais je voulais faire le focus sur l'alopécie parce que c'est une des toxicités qu'on voit plus souvent chez des patients traités avec ce type de molécules. Et presque 30% des toxicités cutanées liées à ce type de molécules sont des alopécies. Principalement, comme vous le voyez ici dans la photo, ce sont des grades 1, donc légères. Et c'est surtout, comme vous voyez ici, un modèle d'alopécie androgénétique avec une augmentation de la perte de cheveux dans la zone centrale du corps chevelu. Et compte tenu de l'impact psychologique, émotionnel que ça peut entraîner chez des patients, comme on verra après, dans la prise en charge de détox des cheveux, il faut vraiment considérer et parler ouvertement aux patients d'une prise en charge, y compris le monoxyde topique, comme on verra après quand on va parler de la prise en charge en général. Et aussi, je tenais à vous parler de l'alopécie chez des patients, comme je vous avais dit, qui sont greffés, qui reçoivent une greffe de cellules souches, parce qu'une alopécie diffuse peut arriver jusqu'à 100% des cas, notamment liés à la chimio qu'ils reçoivent. Et des modifications capillaires peuvent arriver aussi quand on voit une réaction aiguë du greffon contre hôte. La pellade, le vitiligo, que comme on verra, sont plus associés aux immunothérapies, peuvent aussi se voir dans les cadres d'une maladie greffon contre l'autre. Et les hormonothérapies peuvent entraîner aussi des alopécies, mais ce sont surtout des alopécies de type alopécie androgénétique, comme on vient de voir avec les inhibiteurs CDK4/6, que je vais vous montrer des photos. Et certains cas aussi peuvent être persistants et peuvent continuer tout au long de l'hormonothérapie. Là, je vais vous parler des modifications. On a vu la partie des alopécies, de la perte des cheveux. Là, je vais vous parler de la modification de la couleur, la modification de texture qui peut arriver, notamment chez des patients qui sont sous thérapie ciblée. Donc, ça peut affecter au cuir chevelu, mais ça peut toucher aussi d'autres régions pileuses, comme les sourcils et les cils. Donc, on peut voir des cas d'hypopigmentation, c'est-à-dire de perte de pigments des cheveux. Surtout, ça c'est très lié avec les inhibiteurs multikinases, donc le pazopanib, le sunitinib, le regorafenib, alors que les inhibiteurs de l'EGFR surtout entraînent une hyperpigmentation du cuir chevelu et aussi du poil du visage dans presque 50% des cas. La hyperpigmentation a été aussi décrite par un groupe espagnol de 14 patients traités par un cancer du poumon, par immunothérapie. Et on a vu que ces patients qui repigmentaient au cours de l'immunothérapie avaient une meilleure réponse au traitement et une meilleure réponse de son cancer. Donc c'est un peu anecdotique, mais il faut l'évoquer. Les cheveux lisses aussi peuvent devenir bouclés ou ondulés chez 65% des patients traités par chimiothérapie, comme je vous disais avant. Et aussi, avec les thérapies ciblées, on peut voir une croissance qui peut être un peu plus ralentie, des cheveux qui peuvent devenir plus fins, plus frissés, plus cassantes. Donc, les modifications sont vraiment plus associés à la thérapie ciblée, mais on peut les voir aussi avec les chimio. Donc ici, on voit un exemple typique de ce que je vous disais, cette alopécie un peu diffuse avec cette hypopigmentation, autant de cuir chevelu que de sourcils.
Paradoxalement, on peut voir aussi des cas d'hirsutisme, d'hypertrichose et des trichomégalies chez des patients qui peuvent présenter à la fois une alopécie du cuir chevelu et une trichomégalie des cils. Donc, il s'agit d'une croissance excessive des poils sur la zone périauriculaire. On peut voir aussi un hirsutisme et une trichomégalie. Ça, c'est très typique ou plus caractéristique avec les inhibiteurs EGFR. Une trichomégalie des cils, comme je vais vous montrer tout de suite, a été plus associée en rapport avec les inhibiteurs PAN-FGFR. Et ces altérations, normalement, disparaissent après l'arrêt du traitement. Il faut le dire aux patients parce qu'ils peuvent être quand même très gênés d'avoir un hirsutisme, une hypertrichose, même une trichomégalie qui peut être parfois douloureuse. Et l'hirsutisme s'observe surtout lié aux hormonothérapies. Donc, comme on va voir après, on peut voir chez une même patiente une alopécie diffuse de type androgénique au niveau du cuir chevelu et un hirsutisme de la région faciale qui peut être très gênante pour ces patientes. Ici, vous voyez la trichomégalie liée aux molécules PAN-FGF. Et concernant la prise en charge de tout ce que nous venons de voir, donc de l'alopécie liée à la chimiothérapie, il y a des mesures préventives qu'on n'utilise pas tellement ici en Europe, c'est surtout aux États-Unis qu'on utilise le scalp cooling. Ce sont de casques de froid qu'on met aux patients sous traitement, notamment sous traitement en chimiothérapie. Mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a certaines contre-indications qu'on voit ici, de maladies hématologiques, de système nerveux central, de maladies auto-immunitaires ou auto-inflammatoires ou froid. Il faut vraiment faire attention. De toute façon, on n'utilise pas beaucoup ici en Europe. Ici, chez nous, ce qu'on fait surtout, c'est le traitement par minoxidil, qui est un vasodilateur topique, 2 ou 5%. Tous les jours sur l'ensemble de la surface affectée et jusqu'à même 4 mois après l'arrêt de la chimiothérapie afin de faciliter la repousse des cheveux. Pour la radiothérapie, c'est-à-dire l'alopécie liée à la radiothérapie, on peut aussi très bien proposer le minoxidil 5% tous les jours. Pour les thérapies ciblées, si on voit une alopécie qui est non inflammatoire, on peut aussi proposer le minoxidil jusqu'à 6 mois presque après l'arrêt de la thérapie ciblée si besoin. Par contre, si on voit de signes d'inflammation, comme je vous ai montré avant, 5% des cas avec cetuximab qui peuvent avoir une alopécie cicatricielle liée à une surinfection, vraiment commencer, si on voit juste de l'inflammation, commencer par des corticoïdes topiques, mais si on voit des signes d'infection, vraiment faire un prélèvement et donner des antibiotiques afin de limiter le nombre de cas d'alopécie cicatricielle, c'est-à-dire que le cheveu ne repousse plus jamais. Dans les cas de hormonothérapie, pareil, on propose aussi le minoxidil à 5% topique, qui normalement n'entraîne pas d'hirsutisme. Parfois, il faut savoir que même si l'absorption systémique elle est très très faible, ça peut entraîner des cas d'un peu d'hirsutisme normalement sur la zone faciale. Il faut que le patient sache bien l'appliquer. Si on voit des alopécies au niveau des cils et des surcils, on peut proposer le bimatoprost, qui est un antagoniste de prostaglandine, en solution, qui marche très bien et les publications avec les résultats ils ont été très, très favorables et très satisfaisants. Et par contre, si on voit des modifications de la texture du couleur de cheveux, on peut proposer des mesures un peu cosmétiques au patient en lui disant que normalement, quand on finit le traitement, les cheveux peuvent revenir à la normale. Pour des cas d'hirsutisme, d'hypertrichose, on peut proposer laser ou sinon on peut proposer, si c'est dans le cas de cils, on peut proposer de le couper, d'aller voir un ophtalmo si c'est vraiment gênant et surtout de rassurer les patients en disant normalement ce sont des modifications qui sont temporaires et qui vont s'arrêter à l'arrêt du traitement. Recommandation générale. Dans tous les cas, il faut toujours garder en tête que les toxicités des cheveux peuvent être vraiment gênantes pour les patients, c'est-à-dire que ça peut impacter vraiment leur qualité de vie, leur quotidien. Donc, il faut bien expliquer les choses aux patients, il faut bien les éduquer, leur donner de soins support et surtout les expliquer que dans la plupart des cas, ce sont des modifications qui vont être temporaires, mais que parfois
on voit des cas un peu plus persistants, mais qu'on peut proposer des traitements à ces moments-là. On peut proposer des solutions de type camouflage, de maquillage pour les sourcils, pour les cils. Pourquoi pas proposer toujours un support psychologique si nécessaire. Et bien sûr, nous devons travailler tous main dans la main dans la prise en charge de ces patients. Alors, pour finir, je voulais vous parler de ces alopécies qu'on appelle persistantes, qui peuvent être persistantes suite à la chimio, suite à la radio, suite à d'autres traitements. Quand est-ce qu'on parle d'alopécie persistante? Quand on ne voit pas une repousse complète des cheveux à 6 mois après l'arrêt du traitement. Et ça, c'est surtout lié au taxane chez les adultes. Jusqu'à 30% de patients sous taxane peuvent développer une alopécie persistante et jusqu'à 14% des enfants, surtout exposés à des molécules comme le vulsulfan et la thiotépa. Normalement, il s'agit d'une alopécie diffuse non cicatricielle ou parfois aussi d'un type d'alopécie androgénétique. Et parfois, ça peut toucher non seulement le corps chevelu, mais ça peut affecter aussi aux sourcils, aux aisselles et aussi à la région pubienne. Voici les deux cas. Donc, cette alopécie diffuse, persistante, plus de 6 mois après l'arrêt du traitement par chimiothérapie, et cet autre cas d'alopécie androgénétique, plus centrée sur la région pariétale, persistante après l'arrêt des taxanes. L'alopécie persistante induite par la radiothérapie, donc pareil, ça peut arriver jusqu'à 6 mois après la fin de... Après 6 mois, la fin de la radiothérapie, normalement, est liée à des fortes doses de radiothérapie. Et c'est surtout quand cette radiothérapie a été faite au niveau de la tête de cou, qui est plus fréquente, jusqu'à 60% de patients. Normalement, c'est une alopécie qui est par contre bien définie et avec une peau qui est plus atrophiée, liée au rayon et confinée à la zone de la radiothérapie, généralement asymptomatique et qui peuvent être observées dans toutes les zones où la radiothérapie a été faite. Donc là, vous voyez des images typique, cette bande d'une alopécie bien définie. Ici aussi, en relation avec la radiothérapie, et là, on voit vraiment que c'est un autre type. Je ne suis pas très rentrée dans le détail de la trichoscopie ni de l'histologie, mais ici, on voit une alopécie beaucoup mieux marquée, et ici, on voit de fibrose liée à cette peau beaucoup plus atrophique. En relation avec les hormonothérapies, il faut savoir, comme vous le savez très bien, hein, que ce sont des traitements qui sont administrés pendant 5 à 10 ans afin de réduire le risque de récidive. Jusqu'à 8% des patientes qui reçoivent ce type de traitement interrompent leur traitement par hormonothérapie en raison de cette alopécie. D'où l'importance de bien savoir la prendre en charge et accompagner les patients mieux. Il peut s'observer jusqu'à 22% des patients qui reçoivent des traitements par inhibiteurs de l'aromatase avec une perte de cheveux et 32% qui ont déclaré un amincissement de ces cheveux. Donc, des modifications, comme je vous disais avant, des modifications de cheveux sont aussi importantes. L'hirsutisme est signalé chez moins de 10%, mais ça peut également impacter la qualité de vie des patients. Donc, si vous voyez des cas d'alopécie un peu plus diffuse de type androgénétique chez ces deux patientes qui sont sous hormonothérapie. Et par contre, cet hirsutisme-là qu'on voit, cette croissance de poils qu'on voit aussi chez des patientes sous hormonothérapie de façon paradoxale. On peut voir les deux chez la même patiente. Pour finir, avec les alopécies permanentes, on peut les voir aussi suite à une chirurgie. Vous voyez ici cette plaque, normalement c'est sous forme linéaire, là, de la cicatrice au niveau du gros chevelu. Et ça a été décrit de façon un peu paradoxale, cette croissance indésirable de cheveux dans les zones receveuses après la reconstruction des lésions cancéreuses. Donc, on se finit par la prise en charge des patients. Encore une fois, on pourrait proposer, dans les cas d'alopécie persistante après l'arrêt de la chimiothérapie, l'application de minoxidil 5%, 2 fois par jour. Et on pourrait considérer aussi la prise du minoxidil par voie orale, compte tenu aussi des effets secondaires, surtout au niveau cardiaque, que ça peut avoir. Donc ça, il faut l'étudier et en discuter au cas par cas.
La spironolactone, c'est dans les guides, mais nous, personnellement, on l'utilise moins. On a plus tendance à donner le minoxidil parce que le spironolactone, comme vous savez, ça peut avoir un risque de stimulation hormonale. Donc, on est un peu plus prudent. Dans le cas de l'alopécie persistante après la radiothérapie, donc, on peut proposer encore une fois le minoxidil 2 fois par jour. Il y a des cas avec de bonnes réponses au Botox. Nous, on n'a pas d'expérience ici. Sinon, dans les cas un peu plus sévères, on peut proposer une reconstruction du cuir chevelu par chirurgie ou un transplant de cheveux si la zone n'est pas endommagée. Pour l'alopécie persistante avec l'hormonothérapie, encore une fois, le minoxidil à 5% 2 fois par jour et le spironolactone où nous, on a plus tendance à évaluer le minoxidil oral si possible, si pas de contre-indication. Dans le cas d'hirsutisme, d'hypertrichose, pareil, comme on voyait avant, dans les cas de l'hirsutisme et hypertrichose, on peut proposer le laser et ouais, c'est surtout ça ce qu'on propose nous plutôt que d'autres thérapies par voie orale. Dans le cas de l'alopécie persistante après une chirurgie, ben, on peut traiter les symptômes dans le cas des cicatrices très érythémateuses, très prurigineuses ou hypertrophiques ou kéloïdes. Ben, on peut proposer la prise en charge par des corticoïdes topiques ou intralésionnels, l'application de laser parfois, et on peut proposer aussi un transplant de cheveux sur la zone afin de camoufler la cicatrice s'il est vraiment gênante. Et pour l'alopécie de cils et de sourcils, encore une fois, le bimatoprost topique qui marche très bien. Comme recommandation générale, la thérapie et le traitement doivent être discutés avec le patient parce qu'il y a des patients qui peuvent avoir une alopécie beaucoup plus sévère mais qui sont moins gênés que des patients qui ont une alopécie plus légère. Surtout bien suivre ces patients afin de s'assurer qu'il n'y a pas une alopécie persistante, à minima 3 mois après l'arrêt du traitement. Si jamais on fait aussi des prises de sang un peu plus complètes afin de dépister d'autres causes d'alopécie persistante avec un bilan martial, thyroïde, etc. On peut proposer aussi aux patients l'utilisation de maquillage et d'autres techniques de camouflage. Et n'hésitez pas à recommander l'accompagnement psychologique ainsi que la prise en charge multidisciplinaire chez ces patients qui peuvent être vraiment très impactés dans leur quotidien, dans leur qualité de vie. Donc, je tenais à vous expliquer les effets secondaires, les toxicités liées à l'immunothérapie de façon très rapide. Comme je vous ai dit, elles sont beaucoup moins fréquentes. Oui. Oui, il faudrait qu'on garde un petit peu de temps à la fin pour les questions. Parfait. Je pense que j'ai 3 slides là, à peu près. Mais on peut couper, si vous voulez, on peut couper. S'il y a beaucoup de questions, on peut couper. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, mais ça me permet de rappeler aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça, on prendra un petit temps à la fin de questions-réponses. Voilà, comme ça laisse le temps d'alimenter le chat avant les discussions. Parfait. Merci, Ariana. Impeccable, merci à vous. Donc, pour finir, les toxicités liées à l'immunothérapie, donc d'1 à 5% décrits dans la littérature en fonction de la molécule, ça peut impacter aussi négativement la qualité de vie de patients et c'est surtout de façon plus fréquente ce qu'on voit de type auto-immunitaire, donc une pélade, une alopécie totale, une alopécie universelle, c'est plus fréquent. Parfois, on voit des cas de dépigmentation ou de répigmentation, comme je vous ai montré chez cette petite série de patients sous immunothérapie pour un cancer du poumon, et parfois des changements persistants de la texture des cheveux, mais ça, c'est très, très rare, franchement. La pathogénèse, c'est que effectivement, l'immunothérapie peut entraîner un état pro-inflammatoire avec un effondrement du privilège immunitaire, ce qui peut aussi aboutir à des maux de la pigmentation. Quelques images cliniques très typiques de pélade, cette plaque alopécique qui peuvent être ponctuelles ou qui peut entraîner plusieurs zones de cuir chevelu jusqu'à une alopécie vraiment totale liée à cette immunothérapie. Le vitiligo, très important, c'est cette dépigmentation qu'on voit de façon plus fréquente sur la peau que sur les cheveux, mais on peut le voir, comme vous voyez ici, cette dépigmentation au niveau du cuir chevelu, au niveau des cils, c'est plus élevé avec les anti-PD-1. Et c'est presque exclusif de patients de mélanome. Et normalement, c'est un signe de bonne réponse au traitement. Et ça, c'est important aussi, expliquer aux patients.
La prise en charge, le grade 1, c'est-à-dire moins de 50% de cuir chevelu affectés ou sans symptomatologie particulière par le patient, on peut rien faire, expliquer au patient que normalement ça peut revenir à la normale après l'arrêt de traitement, ou si le patient est gêné, dans les cas de pélade par exemple, on peut essayer, comme on ferait avec une pélade classique, des corticoïdes intralésionnels ou topiques, voire le rajout de minoxidil à 5%. On essaye de continuer l'immunothérapie à la même dose et on revoit le patient entre 2 et 4 semaines afin de voir quelle est l'évolution. Si ça ne s'améliore pas ou ça s'aggrave, on passe au grade 2, la prise en charge un peu plus spécifique pour des cas un peu plus sévères. Soit on ne fait rien, parce que comme je vous disais, il y a des patients qui ne sont pas du tout gênés et qui comprennent bien que probablement ça va s'arrêter à l'arrêt du traitement. Soit on fait la même chose que pour le grade 1, mais on essaye de réévaluer d'autres options, comme par exemple, ça pourrait être l'utilisation de diphénylcyclopentone, comme vous ferez normalement dans le cas d'une pélade, voire les inhibiteurs de JAK kinase. On essaie de continuer l'immunothérapie à la même dose et on réévalue le patient à 4 semaines afin de voir, faire le point, voir si ça s'améliore. Et encore une fois, n'hésitez pas à proposer un accompagnement psychologique ou multidisciplinaire si nécessaire. Et pour les alopécies qui ne répondent vraiment à rien, on pourrait continuer à proposer la même chose, sauf que dans ces cas-là, on a tendance à donner de corticoïdes péros. Bien sûr, ça se discute au cas par cas et avec les oncologues ou des autres médicaments immunosuppresseurs. Et on continue à surveiller le patient et ça peut se discuter aussi si on fait une interruption du traitement, si on continue, si on essaye de diminuer la dose si possible et surtout toujours à l'écoute du patient, de ses besoins et toujours en discussion multidisciplinaire avec les oncologues et l'ensemble des équipes. Là, j'ai fini. Je tenais à vous remercier beaucoup pour cette opportunité, pour votre attention. J'espère que ça a été utile. Et surtout, merci à professeur Sibaud, qui est mon mentor et qui m'apprend beaucoup de choses au quotidien et qui m'a aidé dans le partage de cas cliniques pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariana, pour cette intervention. Alors, peut-être juste pour information, beaucoup de participants nous ont rejoints en cours de route. Donc, l'intervention a été enregistrée et sera disponible en replay sur notre site internet prochainement. Hein, donc, n'hésitez pas à visionner les parties que vous avez ratées. Donc, comme convenu, bon, il nous reste peu de temps pour les questions-réponses. Donc, une question a été posée dans le chat. Alors, il faut juste que je la retrouve. Donc, par Nour Islam Mecheri. Que préconisez-vous pour prévenir les événements dermatologiques pour les patients sous anti-EGFR ou sous taxane? Merci. Pour les événements dermatologiques, donc pour limiter l'apparition de cette toxicité? Alors, mais de façon générale, parce que dermatologique... Alors, est-il obligatoire de mettre le patient sous doxycycline, sous anti-EGFR? N'hésitez pas à solliciter la parole. Hein, vous pouvez lever la main et on débloquera le micro si vous voulez poser vos questions live. La doxycycline s'utilise surtout dans le cadre d'une éruption acnéiforme. Je n'ai pas du tout parlé de ça, mais c'est une éruption qui peut arriver jusqu'à 80% des patients sous ce type de traitement. C'est vrai qu'il y a de papiers qui préconisaient l'utilisation en prévention de la doxycycline. Nous, on ne le fait plus, pour être très, très honnête. On voit le patient, on l'évalue au cas par cas, on essaye de le contrôler si l'éruption est de grade 1, c'est-à-dire moins de 10%. Parfois entre 10 et 30% de grade 2 de la surface corporelle latente. On essaie de le contrôler topiquement, normalement avec de corticoïdes topiques, voir si on a des signes de surinfection par antibiotiques topiques aussi. Et on donne la doxycycline vraiment si ce sont des cas un peu plus sévères ou si on voit effectivement de signes d'infection. Mais on ne le donne plus de façon préventive, en général. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est au cas par cas. Merci. Jennifer a levé la main aussi pendant une partie de la réunion. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole.
Ah, je vois qu'une autre main se lève. Magali Tournant. Normalement, on va débloquer votre micro. Alors, il semblerait qu'on ait un petit problème technique. Sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat. Vous êtes invité à relever votre main, Magali. On ne vous a pas repéré. Magali Touraine Amonet. Marion, est-ce que tu la vois? Bon, alors en attendant, on a une autre question. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, ça y est, on vous Je entend. voulais poser une question sur la prise en charge, le remboursement de séances laser pour des patients qui le nécessiteraient. Alors, je n'ai pas compris la question. Pour le laser pour les patients qui les nécessiteraient, oui. Oui, sur des situations d'hypertrichose, donc avec une indication éventuellement de laser. Voilà. Est-ce qu'il y a un remboursement spécifique pour ces situations? Un remboursement spécifique. Oui, est-ce qu'il y a une prise en charge par un remboursement des séances laser qui sont généralement assez onéreuses? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ici, nous, on travaille, bon, nous, on ne le fait pas directement ici à l'Oncopole parce qu'on n'a pas de laser pour le faire, mais par exemple, au CHU, à Toulouse, on peut le faire. On peut dériver aux patients, effectivement, pour que ça soit pris en charge. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour votre question. Il y a une autre question dans le chat de Charlène Sarrazin. Y a-t-il des contre-indications à l'utilisation du minoxidil et du bimatoprost? Encore merci. Ah, des contre-indications au minoxidil par voie topique en général, non. Ça, c'est bien, comme vous avez vu, hein, c'est la première ligne de traitement pour tout type d'alopécie, peu importe le traitement oncologique de base. Après, pour le minoxidil oral, oui, comme vous le savez, ce sont surtout des antécédents de cardiopathie. Il faut évaluer aussi les différents médicaments qui prend le patient. C'est pour ça que pour nous, c'est la deuxième ligne. Mais en général, les patients répondent bien au minoxidil topique si on est réaliste, si on explique que c'est rare de voir d'efficacité avant 6 mois ou de résultats même avant 6 mois, à peu près entre 4 et 6 mois de traitement. Donc, en général, les gens comprennent bien et comme la plupart des cas, comme je vous disais, vont répondre bien à l'arrêt même du traitement, c'est rare de donner à des patients, c'est très fréquent de donner aux patients du minoxidil oral de façon fréquente. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? On a un petit peu débordé, mais n'hésitez pas, on peut prendre le temps d'une dernière question. Tout à fait. Alors, bon, dans le chat, non, et personne ne lève la main. En tout cas, je crois qu'Ariana, vous ne voyez pas le chat, mais les participants vous remercient pour la qualité de votre intervention. Donc, encore une fois, ce sera prochainement disponible en replay sur notre site internet. Donc, merci à Ariana. Merci à vous de vous être connectés. Vous pouvez voir là sur le fond d'écran un QR code qui vous renvoie vers notre questionnaire de satisfaction et vous avez également le lien disponible dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ça nous permet d'améliorer le format et le contenu. Donc, merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi donc Occitanie qui aura lieu le 21 mars sur la thématique cancer et travail. Et petite information, le 1er mars, nous organisons la première réunion régionale sur l'oncosexualité. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Et donc, cette réunion régionale aura lieu en présentiel, en duplex, sur Toulouse et Montpellier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir.